toi, tu vois les participants qui arrivent? Moi, je vois les participants et j'invite les participants de nous faire signe dans le chat Ok. si vous êtes bien là. Super, bonjour Thomas. Parce que moi, je vois pas exactement les participants qui arrivent. Alors, Thomas nous entend. Oui. Aliénor, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Bonjour Aliénor. Aliénor. Et bienvenue dans ce webinaire Mental Fit. Je vous propose d'attendre un tout petit peu parce qu'il y a toujours quelques retards. Bonjour Marc, bienvenue dans notre webinaire. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat. Et nous attendons quelques instants que les participants puissent se connecter. Cyril, bonjour Cyril, bonjour Marlène. Marlène. On a deux chats, donc Oui. bonjour Frédéric et bonne année. Bonne année. Ça fait plaisir de vous voir les amis, ceux que je connais personnellement et ceux que je rencontre pour la première fois. Bonjour Mathias. Bienvenue. Nous attendons deux petits instants De laisser le temps à tout le monde de se connecter. exactement, exactement. C'est notre deuxième session LinkedIn live. Et nous découvrons toujours l'outil de fonctionnement, mais normalement ça marche. Vous nous entendez bien, c'est parfait. Et on va pas tarder de se lancer. Deux petits instants encore. Alors, dans les commentaires, bonjour Océane, bonjour Bérangère. Je me permets de commencer. On va commencer petit à petit. Et les retardataires vont nous rejoindre au Et cours de route. on les intégrera. On les intégrera et n'hésitez pas à nous dire bonjour si vous nous rejoignez dans cette session. Eh bien, bienvenue dans le webinaire Mental Fit. Et avant tout, belle et heureuse année à toutes et à tous. Je m'appelle Evgeny Lukin, je suis directeur Executive Education de Rennes School of Business et je suis ravi de commencer l'année avec ce webinaire sur cette thématique très importante qui est la santé et le bien-être mental. Ce webinaire, il va être consacré à comment bien tenir ses résolutions en termes de santé mentale et comment bien établir le lien en fait entre le corps et l'esprit. Et ce webinaire également, il annonce le programme que nous mettons en place qui s'appelle Mental Fit. Pourquoi est-ce que Rennes School of Business s'est saisi de ce sujet? Eh bien, tout d'abord parce que le bien-être mental, la santé mentale, ça devient une véritable compétence. Le Forum économique mondial a annoncé que la capacité de bien prendre soin de son bien-être mental, de sa santé mentale, est une des 10 compétences essentielles à maîtriser pour les professionnels sur le marché aujourd'hui, dans une économie qui est en pleine transformation et dans un monde qui est en mutation. Étant donné qu'autour de nous, il y a de plus en plus euh, de facteurs de stress, la vitesse du monde augmente exponentiellement. Il y a des injonctions paradoxales. On voit bien que en tant qu'être humain, nous devons développer des mécanismes pour pouvoir y faire face et pour pouvoir préserver nos ressources, notre santé et notre capacité à produire de la performance durable. Donc ça, c'est la première chose. C'est une compétence à développer et nous, chez Rennes School of Business, on croit vraiment que c'est une compétence qui se travaille, qui se développe. Première chose.
Deuxième chose, en tant qu'école de commerce, chez Rennes, on croit que notre responsabilité, c'est d'accompagner les organisations dans l'introduction de nouveaux modes de fonctionnement qui répondent aux attentes des collaborateurs, aux attentes des professionnels. Et on voit aujourd'hui une forte exigence, forte demande des collaborateurs, des salariés à les accompagner dans les méthodes, dans les outils, avec les méthodes et les outils qui leur permettraient d'être plus performants et plus efficaces, plus sereins dans leur quotidien et notamment au travail. Donc, la compétence et l'évolution des modes de travail, c'est le fondement de ce programme, c'est le fondement de cette démarche. Et aujourd'hui, donc, ce programme qui a été co-construit avec Cécile Jarleton, je vais te laisser, Cécile, te présenter dans un instant. Ce webinaire va faire un focus sur une des thématiques de la santé mentale, qui est l'hygiène entre le corps et l'esprit. Cécile, je te passe la parole pour te présenter et introduire la thématique. Merci Evgeny. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Vous avez un chat privé puis des commentaires pour communiquer avec nous. Et donc bienvenue à nouveau dans ce webinaire que je suis ravie de co-animer avec Evgeny. Moi, je suis Cécile Jarleton, je suis docteure en psychologie, je suis aussi psychothérapeute et puis j'ai des activités qui se partagent entre les interventions en entreprise auprès des professionnels en activité, notamment sur les compétences émotionnelles et aussi beaucoup sur la santé mentale. Et puis, j'ai une activité de thérapeute, de psychothérapeute, comme vous pouvez l'imaginer, orientée de plus en plus post-trauma. À la demande et en collaboration avec Evgeny, on a effectivement conçu un programme qu'on vous présentera un petit peu à la fin un peu plus dans le détail à la fin du webinaire. Et je voudrais d'ores et déjà vous dire, pour rebondir sur les propos d'Evgeny, que je vois qu'il y a une évolution. On est parti de la prévention des risques psychosociaux, de la valorisation de la qualité de vie au travail. J'ai vu beaucoup d'ateliers fleurir sur la gestion du stress, évidemment. Et en fait, ce programme-là, et je dirais la période qui commence, elle se veut peut-être un peu plus dans une prise en charge holistique et à regarder la santé mentale au global, en fait. Et ce programme, il est vraiment pensé comme ça. On aura l'occasion de vous en dire plus à la fin vers la fin de ce webinaire. Ce que je vous propose pour aborder le sujet et puis vous donner un peu la parole, c'est de nous dire si vous avez, vous, des intentions. On pourrait parler de résolution, mais au moins des intentions concernant votre hygiène de vie et concernant votre santé mentale pour cette année 2025 qui commence à peine. Je vous propose d'utiliser le chat. Je vais vous laisser une grosse minute pendant laquelle je vais respirer moi-même profondément. Et donc, c'est un temps de réflexion et puis de partage. Qu'avez-vous comme intention? Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place peut-être pour votre hygiène de vie et votre santé mentale? C'est C'est une à très vous. bonne question. Je peux peut-être commencer à répondre. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Ouais. Pour ma part, j'y réfléchi à cette question. Et donc, moi, j'ai introduit pour la première fois, j'ai jamais fait ça, mais j'ai introduit pour la première fois du journaling. Écriture. Ouais. Donc, qui est une pratique qui m'aide énormément pour me concentrer, pour me un peu vider l'esprit et de faire sens en fait de toute l'actualité qui se passe au quotidien, qui est très intense. Je ne faisais pas ça avant et aujourd'hui, c'est effectivement, ça m'aide beaucoup d'ailleurs. Et tu fais ça tous les jours? Toutes les semaines? Enfin, pour l'instant, alors voilà, ça c'est la différence entre la bonne résolution et la capacité de la tenir dans la durée Et la mise en application, oui. et de la mise en application. Donc, pour l'instant, j'arrive à le faire tous les 2 jours à peu près. Uh-huh. Je l'ai fait ce matin, mais je ne peux pas te garantir que ça sera le cas dans 2 semaines. Hmm.
On pourra se faire un petit point. Je lis les réponses que je vois. Il y a faire du sport, se retrouver, aménager du temps pour soi, le yoga, la lecture au lieu des écrans le soir, le fait de démarrer la méditation et la respiration. Frédéric nous dit les 30 minutes d'activité physique conseillées par jour au lieu de prendre la voiture ou le métro. Je vois aussi un rééquilibrage d'énergie entre ce qui est associé au masculin ou au féminin, la cohérence cardiaque, la méditation, le management, la gestion de son énergie. Je vois tout simplement prendre le temps et ralentir. Ça fait écho tout à l'heure, il y a une personne qui disait prendre du temps pour soi. La cohérence cardiaque, j'ai dit. Continuer, alors ça c'est intéressant aussi. Les résolutions, parfois, c'est continuer ce qui a bien fonctionné. Les 3 séances de sport par semaine. Une personne qui nous dit, Céline, que ça lui fait beaucoup de bien, que ça permet de vider le cerveau. Ben oui. On a aussi l'alimentation. Pour l'instant, ça n'avait pas été trop cité. Donc, l'alimentation et les implications dans des activités syndicales. Ça, c'est intéressant, l'engagement en termes de santé mentale et d'hygiène de vie. Je vois aussi la sophrologie et puis une petite règle, pas d'écran dans la chambre. Ok, super, c'est hyper riche. Alors, l'idée, c'est que moi, je vais commencer à vous apporter du contenu. Et puis, et Evgeny, et puis éventuellement vous dans le chat, n'hésitez pas à rebondir peut-être pour m'orienter et que je puisse répondre de manière assez directe, parce qu'on a peu de temps, à là où vous en êtes et à vos demandes. En fait, souvent, c'est les 2 axes pour aujourd'hui que je voudrais aborder. Souvent, à l'occasion de cette nouvelle année, on peut faire un bilan et puis on a envie de recommencer l'année sur un bon pied. Et c'est le moment aussi où on est dans une transition. Et les moments de transition, c'est intéressant parce que c'est des moments de vulnérabilité et donc en soi, c'est des moments d'introspection. C'est aussi intéressant parce que c'est des moments où on a de l'élan, de la motivation à peut-être faire autrement. C'est des moments où on s'autorise à commencer des nouvelles choses, etc. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que vous pourriez commencer, pourquoi, et puis comment tenir jusqu'à la fin de l'année. Je sais que ça intéresse énormément Evgeny, qui a commencé le journaling en janvier et qui me disait tout à l'heure, la fin de l'année, c'est parfois difficile de tenir ce qu'on s'est engagé à faire vis-à-vis de soi-même en janvier. Alors, je voudrais vous donner quelques indications sur le lien entre le mental et le corps. En fait, ce qui se passe, c'est que votre corps et votre cerveau, son premier job, c'est un premier repère, son premier job, c'est de vous maintenir en vie. On pourrait croire que son job, c'est de vous apporter du plaisir ou de travailler correctement ou d'être un bon ami, une bonne amie, une bonne partenaire de vie. Et bien, en fait, c'est très intéressant, c'est très important, mais c'est pas le premier job, en fait. Le premier job, c'est tout simplement de vous maintenir en vie. Premier élément. Et donc, pour faire ça, eh bien, l'idée, c'est que vous allez inconsciemment gérer ce qu'on appellerait un budget corporel. Concrètement, il s'agit pour votre cerveau de récupérer toutes les données sur l'état de votre corps, en rapport avec votre état de fatigue, le glucose qui circule dans votre sang, l'état de votre système immunitaire, mais aussi l'état de votre système nerveux à l'instant présent. Et en fonction de ces informations, en fait, ça va guider votre perception du monde, vos pensées, votre niveau d'énergie réel et puis votre niveau d'énergie perçu, je vais y revenir. Et donc, en fait, ça va énormément avoir d'impact sur votre santé mentale. J'ai dit l'essentiel, maintenant je vais revenir sur quelques petits éléments. Je vous propose d'imaginer que vous avez un poste de commande devant vous. Moi, j'aime bien imaginer Homer Simpson dans sa centrale nucléaire, mais prenez ce qui vous plaît. Vous pouvez prendre un poste de commande d'avion, ça marche aussi. Maintenant, je vous propose de reculer d'une vingtaine de pas. Vous pouvez visualiser en même temps. Et une fois que vous avez reculé, je vous propose de passer le poste de commande en noir et blanc et puis d'ajouter un rideau de pluie entre vous et ce poste de commande. Vous avez reculé de 20 pas, vous avez passé en noir et blanc et vous avez ajouté un rideau de pluie. Du coup, vous voyez peut-être flou et les informations qu'il y a sur ce poste de commande, les boutons, etc.,
vous paraissent lointains, ils ne sont pas complètement indistincts, mais quand même, c'est beaucoup plus difficile de savoir de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, au quotidien, ce qu'on appelle l'humeur, ce qu'on appelle l'affect en neuropsychologie, c'est l'information résumée et consciente de tout ce qui se passe dans votre corps. Donc, la manière dont vous vous sentez minute après minute, heure après heure, votre humeur, si je vous demande comment vous vous sentez maintenant, ce que vous allez me dire, ça va être un peu un résumé, une retranscription simplifiée, mais l'avantage, c'est qu'elle est consciente, ça nous rend quand même bien service, de l'état de votre corps et des ressources que vous avez dans votre corps. Est-ce qu'Evguénie, jusque-là, ça te paraît clair ? C'est très clair et très intéressant et je fais appel à tous les participants de ne pas hésiter à commenter, à poser des questions d'approfondissement dans le chat également. Donc, Cécile, comment ce lien se manifeste dans le quotidien et notamment dans le contexte de travail? Ouais. Ben, je vais vous donner plusieurs exemples, pas tout à fait dans le domaine du travail, puis ensuite je me concentrerai un peu plus sur ce qui peut se passer au travail. En fait, du coup, ça veut dire que l'état de notre corps, ça veut dire ce que vous avez mangé hier, ce que vous avez mangé ce matin, votre état de fatigue, les petites inflammations qu'on trouve à droite à gauche et qui mobilisent votre système immunitaire, votre manière de respirer, votre manière de vous tenir. J'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé du sommeil. Il y a aussi évidemment le sport, l'activité, le mouvement, l'activité physique, les étirements. Je parle plutôt d'activité physique parce que souvent le sport, il y a souvent parfois des injonctions, des jugements, des choses dans notre passé. Parfois, c'est plus difficile de commencer le sport que de se dire je vais bouger et me concentrer sur mon corps quand je bouge, plutôt que de se dire je vais faire du sport. Parfois, c'est plus difficile mentalement, donc j'aime bien utiliser un terme plus générique. Le mouvement et l'activité physique. Ça, c'est trois piliers de l'hygiène de vie. En fait, tout ça, ça va influencer sur votre état de votre corps et donc sur votre humeur et votre affect. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous souvenez, vous êtes là, votre cerveau, votre organisme, son premier job, c'est de vous maintenir en vie. Il le fait pour vous de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que, en fait, vous répondiez à vos besoins pour vivre et survivre la prochaine minute, la prochaine heure, la prochaine semaine, et puis toute cette année, et puis le reste de votre vie. Et pour ça, comment il fait ? Eh bien, en fait, il va débloquer de l'énergie en fonction de ce que vous allez avoir besoin de faire. C'est comme ça qu'en fait, quand vous vous apprêtez à monter les escaliers, c'est pas quand vous êtes à la 3e marche que le glucose arrive jusqu'à vos muscles. Le glucose, il arrive à vos muscles, il se débloque avant que vous ayez à monter les marches parce que vous vous y préparez finalement. Et donc votre corps et votre esprit, ils sont en permanence en train de vous préparer à ce qui va se passer. Jusque-là, normalement, c'est assez clair. Maintenant, imaginons qu'on ait une humeur, un affect qui soit au ras des pâquerettes, avec peu d'énergie et puis peu de ce qu'on appellerait l'agréabilité. Donc, en fait, on se sent pas très bien, pas très positif, etc. Et ben, ce qui se passe, c'est que ça va influencer votre perception du monde, votre interprétation du monde et aussi les ressources que vous allez mobiliser. Je vais vous donner plusieurs exemples. Si vous allez pour voir un super monument, vous allez faire du tourisme et puis vraiment vous attendez ce moment depuis longtemps, mais une fois que vous arrivez devant, en fait, vous avez une charge mentale parce que vous avez des préoccupations relationnelles, vous avez peut-être pas assez dormi et puisque vous avez déjeuné, c'est pas comme d'habitude, donc la digestion elle est un petit peu plus difficile. Et ben en fait, votre intérêt pour ce monument, ce que montre la recherche, c'est que votre intérêt pour ce monument, il va baisser. Alors même que vous aviez un fort enthousiasme, en fait, si votre corps identifie que vous avez peu de ressources sur le moment, et si en plus il ne sait pas quand est-ce que vous allez en retrouver, en fait, ça va influencer votre intérêt pour les choses. Et c'est pareil pour le travail, c'est-à-dire je peux être fort enthousiaste pour quelque chose, je peux me sentir très capable de le faire. Si quand j'arrive le matin, c'est un jour où j'ai
des préoccupations relationnelles, une incertitude quant à l'heure où je vais déjeuner la prochaine fois, peut-être un manque de sommeil, peut-être un manque de mouvement, et bien en fait, je vais avoir une perception de mes capacités et une perception de la difficulté de la tâche qui va être influencée par l'état de mon corps. Et donc ça, c'est un indice assez édifiant, en fait, et assez clair, de la manière dont ce qui se passe dans mon corps, ça influence mon mental. Et donc avec ça, vous imaginez, ça influence mon goût pour les choses, mon intérêt, mon rapport au plaisir, mais aussi mon rapport à l'anxiété, par exemple, qui est un trouble, si on peut dire, qui se banalise de plus en plus, et notamment dans nos sphères professionnelles. Est-ce que jusque-là, c'est assez clair? Est-ce qu'il y a des questions? Au moment où je vous demande s'il y a une question, c'est le moment où normalement vous demandez comment ça fait écho dans votre vie, peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent. J'arrivais pas à me muter, lever le Ouais. mute sur mon micro. Alors, moi, ce qui ça m'évoque, merci beaucoup Cécile. Moi, ce qui ça m'évoque, c'est par exemple, c'est la fin de la journée. La fin de la journée Mmh. où j'essaie également d'avoir des rituels d'hygiène de vie, santé mentale. Hem, c'est la difficulté en fait de m'atteler à une tâche de concentration. Par exemple, si Mmh. rentrant le soir à la maison, prendre un bouquin et lire, c'est presque une tâche impossible avec Mmh. toute la charge et tout ce qui s'est passé durant la journée. Mmh. Hem, donc, je ne sais pas par où est-ce qu'on peut commencer pour justement maîtriser la charge sur son mental pour pouvoir se consacrer à un rituel Ouais, d'hygiène de vie. ouais. Alors Evguénie, je vais prendre ta question de manière encore plus large et je vais proposer, ça me vient là comme ça, je pense que ce sera très utile. Je vais vous proposer 3 bonnes pratiques. Alors moi, mon état d'esprit, c'est de jamais dire aux gens quoi faire et d'être très, très, douce sur, je donne pas de conseils, voilà, disons ça autrement. Je donne pas de conseils. Par contre, je donne des bonnes pratiques et des repères. Et puis, j'ai un état d'esprit qui se veut d'autonomiser les personnes. Et je trouve ça vraiment très important que les gens puissent prendre leurs responsabilités, mais prendre leur pouvoir aussi par rapport à soi, aux autres, au monde, etc. Et donc, je vais proposer des repères. Tu me diras, Evguénie, si tu trouves des choses. Je vois dans le chat que c'est très clair. Je vous rappelle que je regarde le chat régulièrement, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, même des questions sur votre cas personnel. Il n'y a pas plus universel que ce qui nous est à chacun et chacune intime et personnel. La première chose, la première bonne pratique, c'est se consulter de l'intérieur. Travailler sa capacité à sentir son corps. Se demander toutes les heures, quand je respire, sur quelle partie de mes vêtements ça change quelque chose. C'est quoi mes sensations physiques? Et puis à l'intérieur de moi, c'est quoi les sensations physiques? Se demander ça régulièrement, régulièrement, régulièrement. Entraîner sa capacité à faire le lien entre ce que je ressens à l'intérieur, comment je me sens mentalement, et puis quelle est mon hygiène de vie du jour, de l'heure, de la semaine. Donc ça donne un truc du genre, ok, j'ouvre une fenêtre à l'intérieur, je sens des choses, je suis un peu tendue, peut-être que je me tiens pas très bien. Peut-être qu'en fait, là, j'ai des courbatures d'hier, peut-être que je pourrais faire des étirements. Ok. Du coup, si je suis pas confortable, peut-être qu'en fait, le message auquel je suis en train de répondre dans les transports, si je suis mal installée, mal assise, que j'ai faim, etc., peut-être qu'en fait, ce message, il me semble plus compliqué que ce qu'il est vraiment. Peut-être que la personne en face, elle me semble plus hostile que ce qu'elle est vraiment. Vous voyez? Donc, la première chose que je vous propose de garder en tête, c'est vous consulter de l'intérieur régulièrement, garder un contact avec vous le plus possible au quotidien, travailler votre capacité à sentir vos sensations physiques et à faire le lien avec le reste. Cette capacité-là, ça s'appelle l'interoception. Interoception, je vais vous mettre le mot. Je vais vous mettre le mot et c'est une des capacités que je propose, qui a une belle place dans le programme puisqu'il y a tout un module
sur ce type de capacités sur lesquelles je vous proposerai de vous entraîner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de s'installer entre guillemets, des bonnes habitudes. Donc d'identifier en termes d'alimentation, en termes de mouvement, en termes de sommeil, là où vous pourriez soutenir, faire levier, arrêter quelque chose qui est vraiment qui est vraiment mauvais, comme par exemple, moi je pense au sucre, parce que souvent la consommation de sucre, c'est quelque chose qu'on néglige, en tout cas on sous-estime à quel point ça a un impact sur le corps et le mental. Donc effectivement, les choses classiques, hein, identifier des bonnes habitudes. Moi, je vous conseillerais vraiment de regarder à la fois ce qui est le plus gros levier, d'y aller vraiment doucement et d'y aller de manière souple et flexible. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, vous voyez que ça ne tient pas, ben, peut-être regardez pourquoi ça ne tient pas, faites évoluer le dispositif, permettez-vous de garder l'objectif, mais de modifier un peu les choses. Tu parlais de journaling, je parlais d'arrêter le sucre. Si à un moment, j'arrive pas à arrêter de grignoter du sucre, peut-être que je peux compenser, voir quel type de choses je peux grignoter, voir comment je peux peut-être manger plus à d'autres repas, etc. Si je me rends compte que j'arrive pas à aller à la salle de sport, ok, j'y vais calmement, je commence par regarder avec compassion, et ça c'est aussi un autre thème du programme, et c'est aussi quelque chose qui est central pour pouvoir prendre soin de soi. Donc voilà, je cherche des habitudes, mais de manière souple, en me prenant là où je suis, et en ayant bien en tête que s'il y a quelque chose qui rend ça difficile, ben c'est ok, on reste calme et on regarde qu'est-ce qui pourrait nous faciliter la vie. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est effectivement cette histoire classique de rituel, etc. Dans les bonnes habitudes, une bonne pratique que j'aime beaucoup rappeler aux gens, c'est ce qu'on appellerait le marquage somatique. Je vais aussi vous le noter dans le chat. C'est-à-dire que plus vous allez faire les choses en conscience, plus vous allez avoir envie d'y revenir et plus elles vont vous servir le reste du temps. Si je mange quelque chose ou si je fais un mouvement et qu'en même temps je prends conscience des sensations physiques qui me sont agréables, ça va être plus facile d'y revenir et ça va être plus facile aussi de mobiliser cette habitude, cette ressource, quand je serai au milieu d'une réunion et que je me sentirai complètement désorientée ou en surcharge cognitive. Vous voyez, donc j'ai été nager, je fais une petite empreinte dans mon mental, en fait, du bien que ça m'a fait, de là où ça résonne à l'intérieur de mon corps, je me concentre sur mon corps et puis après, en fait, si je fais ça plusieurs fois, je pourrais retrouver la sensation physique plaisante. Dans un moment, j'en aurai besoin et puis aussi, j'aurai plus d'intérêt, de motivation à y revenir. Donc ça, c'était la deuxième grosse bonne pratique sur les habitudes, les rituels, etc. La troisième, c'est de ne jamais arrêter quelque chose sans remplacer par autre chose. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose. En revanche, si je vous dis de penser à un ours blanc, vous ne serez pas en train de penser à un éléphant rose. Il arrive beaucoup que j'ai des personnes qui me disent « j'arrête les écrans », je commence le sport, j'arrête de fumer, je travaille moins, etc. Le cerveau, il a beaucoup de mal à arrêter des choses sans substituer par autre chose, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des raisons justes pour lesquelles vous faites les choses comme ça. La cigarette, c'est une dépendance comportementale, mais c'est aussi une dépendance chimique, très très forte. Les écrans, c'est pareil, ça vous apporte de la dopamine à chaque fois que vous scrollez, à chaque fois que vous avez une notification, etc. Le travail, c'est pareil, ça nous apporte des choses. Et donc, en fait, tous ces endroits où peut-être qu'on considère que ça prend trop de place ou que c'est pas des bonnes habitudes, etc., ça nous apporte du plaisir de court terme. La société aussi, par ailleurs, parfois nous encourage un peu trop à avoir ce type de comportement et d'activité. Et donc, en fait, si vous vous retirez quelque chose qui, en fait, est plaisant et qui, en réalité, vous apporte quelque chose sans substituer en douceur avec autre chose, c'est extrêmement difficile et c'est normal. Donc, l'idée, c'est de substituer. Et puis, l'autre raison, c'est qu'en fait, comme ça répond à un besoin, il s'agit de répondre
au besoin, en fait. Peut-être que vous vous ennuyez et que c'est difficile de vous recentrer sur vous, parce que vous allez y trouver des émotions, de la désorientation et que c'est pas très agréable. Peut-être que, vous faites du scrolling parce que vous êtes tellement fatigué que c'est compliqué de lire un livre. Bon, bah, peut-être que vous pourriez faire un livre audio, un podcast, et cetera. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas arrêter quelque chose comme une fin en soi, mais de réfléchir à la fonction, au rôle que ça a, de regarder tout ça avec grande bienveillance pour vous trouver des substituts qui vous font aussi plaisir, qui vont aussi vous nourrir. Et là, vous pourrez mettre de l'effort et de la volonté. Je ne dis pas qu'il s'agit de pas faire preuve de discipline, on en a besoin, mais je vous propose de vous prendre avec douceur. Je voudrais répéter les 3 bonnes pratiques que j'ai proposées. La première, c'est de garder le lien avec soi, de pratiquer ce qu'on appelle l'interoception, de se consulter de l'intérieur, de s'autoriser juste à sentir, à observer. La deuxième, c'est effectivement trouver des bonnes habitudes et d'être souple avec ses habitudes en faisant le plus possible du marquage somatique. Donc en fait, en imprimant en soi les sensations physiques d'agréabilité qui vont avec. Et puis la dernière, c'est de ne pas arrêter quelque chose sans remplacer et de réfléchir quelques minutes à la fonction, au rôle que ça a pour trouver des substituts qui nous conviendraient mieux et qui seraient peut-être plus sains, plus fonctionnels sur le long terme. Est-ce que, Evguénie, tu y trouves des réponses à ta question? Je trouve des réponses, je trouve ça passionnant, ça me fait penser à plusieurs choses. Sur la question des dépendances, c'est assez intéressant. Nous avons fait avec toi un programme de formation sur les risques psychosociaux et sur le burn-out, notamment dans mon ancienne entreprise. Et c'est vrai que quand on parle des dépendances, parfois, elles nous procurent pas que du bien et au final, on est toujours prisonnier de cette forme de dépendance. Notamment dans le burn-out, il y a une stade dans laquelle on travaille vraiment beaucoup sans se rendre compte en fait qu'on est déjà au bout. Et tout ça, puisqu'il y a peut-être un manque d'attention à ses sensations, à son corps, à comment est-ce qu'on se ressent. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et tu as aussi parlé, Cécile, d'un terme qui est très évocatif, c'est la compassion, compassion de soi. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux juste préciser de quoi est-ce qu'on parle? Ouais. Alors, Evguénie, je donne la priorité aux questions, donc je vais répondre Bien sur la sûr, compassion. bien sûr. Mais je vois qu'on a quelques petites interventions. Donc, il y a notamment une question très claire. Marc nous dit, ça dépend de chacun, sa sensibilité à l'environnement, sa personnalité aussi, tout à fait. Vous savez, je vais vous donner un exemple très basique, mais moi, une de mes meilleures résolutions de l'année dernière, c'est de mettre presque systématiquement des bouchons d'oreilles dans les transports. Et en fait, ça s'est substitué au fait d'écouter de la musique ou des podcasts, parce que dans mon cas, je trouvais que j'étais saturée et que parfois c'était pas si évident de garder le lien avec moi, en fait. Et puis en fait aussi l'autre chose, c'est que si j'écoute de la musique avec des paroles, c'est difficile de le lire, pour moi en tout cas. Et donc en fait, j'ai fait le test. Alors ça, c'est une autre bonne pratique, c'est faire un test, c'est-à-dire être très discipliné pendant une semaine, essayer un truc tous les jours pendant une semaine, voir ce qu'on en retire et voir comment on peut le mettre en place. Vous voyez, j'ai des idées qui me viennent, en approfondissant le sujet. Et l'idée, c'est que vous preniez ce qui vous semble correspondre le mieux. Chaque personne sera différente. Donc, Marc nous disait, ça dépend de sa sensibilité à l'environnement, de sa personnalité. Oui, tout à fait. Dans mon cas, mettre des bouchons d'oreilles dans les transports systématiquement, en fait, ça m'a aidé à prendre conscience de ce qui me convenait ou pas dans les transports, que parfois je regardais mon téléphone parce que j'étais inconfortable, parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'il y avait trop de bruit, trop d'odeurs, trop de choses visuelles, etc. Et ça m'a donné plus d'espace pour lire et pour mentalement m'isoler, me mettre dans une bulle. Donc, ça dépend énormément de chaque personne. Ce qui va être difficile pour une personne ne sera pas pareillement difficile pour une autre. Si on est avec des trajets en voiture, c'est pas pareil que des trajets dans les transports. Donc, évidemment, c'est pour ça, et ça fait presque le pont avec la question d'Evguénie, que et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Je ne sais pas à votre place ce qui est bon pour vous. Et si vous ne savez pas exactement ce qui est bon pour vous,
On apprend tous les jours. L'idée, ma posture et en tout cas ce programme, c'est de vous permettre de mieux vous connaître. Finalement, c'est la première bonne pratique de la santé mentale, hein, c'est s'observer, mieux se connaître pour faire ce qui est bon pour soi et en tirer du plaisir, des bénéfices, en fait, vraiment. Parce qu'on va pas continuer à faire du sport tous les jours si c'est pas agréable et si on a l'impression que ça prend du temps sur autre chose qui nous est plus agréable. Donc, l'introspection, le fait de se gérer, de se manager soi-même, etc., c'est pour moi des compétences et ça s'apprend carrément, des choses de base. Donc ça, c'est pour répondre aux propositions à la question de Marc. Je vois aussi que Frédéric nous dit qu'il retient le fait de remplacer une addiction. Alors, je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais effectivement, ça peut sembler être des addictions par un substitut. Je voudrais dire quelques mots là-dessus. En fait, Frédéric, j'ai pas utilisé le mot d'addiction parce qu'on a tout un tas d'imaginaires autour de ça. En soi, souvent, ça en est. Hein. On peut utiliser ce modèle aussi, mais je vous propose une autre perspective. Moi, je vous propose de parler de ressources fonctionnelles et de ressources moins fonctionnelles. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on identifie comme étant des addictions, premièrement, ça nous donne l'impression que la fin en soi, c'est d'arrêter ce qu'on fait. Je trouve que ça ne nous permet pas de voir la fonction et le rôle de ce qu'on fait dans notre vie quotidienne par rapport à notre mental et à notre bien-être physique. Le sucre, c'est très agréable. Ça donne de l'énergie tout de suite. Il y en a plein partout, donc il y a une sorte d'habituation. Se dire juste, il faut que j'arrête sans voir qu'en fait, ça m'apporte aussi quelque chose et que donc j'ai besoin de m'apporter la même chose avec un autre produit ou une autre pratique, je trouve que c'est pas se prendre en douceur et c'est rater la marge d'une occasion de se connaître mieux. Et effectivement, du coup, avec cette perspective, vous comprenez mieux pourquoi je vous propose de voir les choses comme ça. C'est que, en fait, si vous prenez toutes vos ressources, qu'elles soient saines ou pas saines, fonctionnelles, pas fonctionnelles, et que vous regardez lesquelles sont peut-être moins fonctionnelles, mais aussi lesquelles sont manquantes, ça vous permet quelque part de rééquilibrer vos ressources pour votre santé mentale et votre santé physique, en fait. Alors que si vous avez juste le focus sur ça, c'est un comportement addictif, je veux l'arrêter, ça rend le travail sur soi extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, c'est moins sûr que vous y arriviez. Et puis, je trouve que ça ne vous prend pas de manière globale et avec compassion. Du coup, j'y viens à la compassion. La compassion, c'est le fait de se prendre avec douceur et avec bienveillance. Ce n'est pas le fait de tout accepter de soi ou le fait d'accepter une sorte de médiocrité ou le fait de ne pas prendre ses responsabilités, etc. La compassion, c'est l'inverse de la critique, de l'autocritique, en fait. C'est-à-dire que c'est le fait de chercher l'encouragement, de se traiter, de se parler, de s'appréhender avec bienveillance, en se disant que, en gros, mieux on se traite, plus on aura envie de faire ce qui est bon pour soi. Mieux on se traite, plus on aura envie de faire preuve de curiosité quand on fait des erreurs, quand on se sent pas bien, quand on n'est pas bien traité, qu'on comprend pas pourquoi. La compassion, c'est aussi le fait de s'identifier à la juste mesure à ce qui nous arrive. Je ne suis pas mon émotion. Je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Je ne suis pas mon comportement. Je suis une personne avec une identité, avec multiples parties de moi. Je suis une personne qui évolue. Et si à un moment je ne me sens pas bien, c'est pas obligé de prendre toute la place. Ça a sa place. Il ne s'agit pas de la supprimer, mais ça n'a pas toute la place. Je suis pas obligée de me confondre et de fusionner entièrement avec ma tristesse, ma colère, mon anxiété ou avec ma dévalorisation de moi-même. Je peux lui donner sa juste place. Et puis la compassion de soi, le troisième ingrédient, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire le fait de rester avec sans chercher dans l'immédiat à changer. Alors ça, c'est extrêmement difficile. En tout cas, pour moi, c'était le plus difficile. C'était d'être en conscience, d'aller avec, de rester calme, comme si vous étiez dans un bain et que vous observiez la température de l'eau sans chercher à la changer, sans chercher à bouger, sans chercher à trouver plus de confort, mais juste rester dans le bain. Et après, on bouge. Mais d'abord, on s'autorise à être en conscience. C'est une petite métaphore. Et la compassion de soi, c'est essentiel parce que si on veut prendre soin de soi, il faut se prendre là où on est et commencer à s'apprécier. Et s'auto-critiquer en pensant que par la peur et la critique, on va faire mieux, ça marche sur le très court terme.
ça marche pas sur le très long terme et puis c'est pas très bon pour nos relations et pour l'image qu'on a de soi-même. Donc c'est un des piliers de la compassion. Ça se différencie de la gratitude. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais la gratitude, c'est le fait de reconnaître d'où vient ce qui nous fait du bien et de faire en conscience, en fait, de faire un acte de reconnaissance. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, Frédéric, même si c'est proche. Je Cela me fait regarde. penser, Cécile, à une mantra bouddhiste Oui. qui m'a été recommandée par une spécialiste qui pratique la méditation, qui en fait consiste à dire, à répéter et à vraiment essayer de rentrer dans le sens de ces paroles. Whatever I have done, whatever I have left undone, may I be happy. Quelle que soit la chose que j'ai faite, quelle que soit la chose que je n'ai pas faite, que je puisse être heureux. Et moi, ça m'a vraiment apporté énormément ce mantra. Quand j'arrive à me saisir et pratiquer un peu de méditation, ça me fait énormément de bien parce qu'on n'arrive pas à tout faire. On n'arrive Ah pas bon? à Tu tout n'arrives faire. pas à Voilà. tout faire dans ces Je, pauvres je, 24 heures et à je tout n'arrive pas. apprendre. Et Et je oui, personne n'arrive à culpabilise. tout faire. Et Et on oui. culpabilise. Et avec, toute la pression et le rythme qui s'accélère de plus en Ouais. plus, sans cette compréhension, sans se rendre compte que nous ne sommes Mhm. pas des super-héros et qu'on n'arrive pas à tout faire, c'est Mhm. très difficile d'établir des routines peut-être d'hygiène de vie et d'esprit sain, Et oui. saine. Oui, tout Eh à bien, fait. Cécile, par où est-ce qu'on commence? Disons, voilà, je t'ai entendu, tu m'as convaincu et je me dis: «J'ai j'en ai marre de courir après le temps, j'en ai marre de travailler H24, j'ai des peut-être quelques habitudes qui sont pas très saines. Par où est-ce que je commence Mhm. pour bien prendre soin, de mon bien-être mental, mais peut-être des petites choses?» Mhm. Là, je vais vous donner encore un conseil dont je n'ai pas parlé. En fait, par où je commence? Je pense que la chose que vous pouvez faire de mieux pour vous, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vous est proche. Peut-être que vous êtes surprise, hein. J'ai parlé de 3 piliers de l'hygiène de vie. La l'alimentation, le sommeil et le mouvement. En fait, la santé mentale, presque le premier levier, ce sont les relations. C'est la connexion, c'est le sentiment de sécurité dans le monde et notre sentiment de sécurité, il passe par nos relations, en fait. Et donc du coup, moi, ce que je vous proposerais de faire en ce mois de janvier, c'est de prendre 1 ou 2 heures avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a des capacités d'écoute, qui vont bien avec vous, qui est quelqu'un qui, pourra vous soutenir et que vous soutenez le reste de l'année, etc. Et puis de prendre un temps pour faire un petit bilan de l'année dernière avec le plus de douceur et de compassion possible sur ce que vous avez fait, pas fait, là où vous avez trouvé le plus d'épanouissement, là où au contraire ça vous a freiné, etc. De prendre du recul, de la perspective, et puis du coup de commencer à voir qu'est-ce qui se dessine, en fait, qu'est-ce que vous voudriez rendre un peu prioritaire. Vous voyez, ça donne du relief, en fait, à éventuellement ce que vous aimeriez mettre en place pour l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique insoupçonnée, en fait. En général, on ne pense pas à commencer par ça. Mais pour moi, c'est mettre le lien au cœur, les relations au cœur. Et donc, de jamais faire ça seul. Jamais. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, il est fait pour vivre à plusieurs. Donc, on commence l'année en se rapprochant, en créant du lien, de la connexion avec quelqu'un d'autre et en prenant du recul sur son année, l'année à venir. Après, comme autre idée, j'en ai donné plusieurs, mais il y a le fait d'essayer des choses, de se permettre d'essayer. Parfois, un frein aux bonnes pratiques, c'est ouais, mais en fait, je pense pas que je vais y arriver toute l'année, du coup, je commence pas. En fait, peut-être vous pourriez essayer demain de vous étirer en arrivant à votre bureau, vous voyez, ou en vous levant. Vous pourriez essayer demain, quand vous vous réveillez dans votre lit, pour les personnes qui ont du mal à sortir du lit, de vous retourner, de vous mettre en tortue, recroquevillé, et puis d'étirer comme ça votre dos et de faire 3 respirations. Vous voyez? Donc, on commence par des petites choses. Les petites choses de base, c'est un petit peu de mouvement, un petit peu d'étirement, un petit peu quelque chose qui fait du bien à mon corps. Quand je mets ma crème hydratante, quand je me douche, hop, un petit peu d'étirement en conscience. Ce qui a trait au corps. Quelque chose dans l'alimentation, pareil, une petite chose. Et puis, vous voyez,
ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, vous avez aucun problème de sucre, mais par contre, il y a quelque chose qui manque, comme des légumineuses. Bon, bah hop, un tout petit peu en plus. Doucement, 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 la plus petite unité. Et puis, pareil pour le sommeil. Faites un petit changement. Voyez ce que ça donne. Si vous êtes en conscience, si vous faites comme Evgeny un peu de journaling, si vous avez l'occasion de faire de l'introspection avec vous-même, vous allez finalement mettre en place des choses petit à petit, petit à petit. Et puis, je reviens au premier conseil. Dans 2 semaines, refaites le point avec votre ami, en fait. J'ai essayé tel truc 3 matins, c'était super, mais le 4e, j'ai oublié, j'ai pas réussi, je sais pas quoi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Simplement en continuant comme ça, quoi. Et franchement, c'est presque les meilleurs conseils, quoi. Des choses simples, des choses douces, des choses petites et en lien avec d'autres personnes. Est-ce que Evgeny, tu as des questions là-dessus ou on passe à la présentation du programme? Je te vois Je partager pense parce le. que en fait, oui, c'est très éclairant et je voulais tout de suite rebondir sur ton premier point qui est de le faire en collectif. Et parfois, on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Alors, ce programme a été pensé, ce programme que nous avons déjà testé d'ailleurs avec toi, nous l'avons mis en place chez JLL, dans l'entreprise où j'étais directeur de formation auparavant, qui a fait ses preuves et qui justement permet de réfléchir et de apprendre à véritablement prendre soin de sa santé et son bien-être mental, un collectif. Un collectif, et aujourd'hui, en prenant mes fonctions au sein de Rennes School of Business, j'ai vraiment voulu renouer ce lien avec toi, Cécile, et offrir ce programme, le rendre disponible au plus grand nombre. Donc c'est pour ça qu'on l'a pensé de façon digitale, de façon distancielle, de façon itérative, pour qu'on puisse aller sur chacune des thématiques, passer un peu plus de temps, à la fois en essayant de comprendre de quoi il s'agit et ensuite en essayant d'acquérir des outils, de voir les différents outils, de voir ce qui nous convient personnellement, ce qui ne nous convient pas, et de pouvoir en échanger, de pouvoir partager un collectif. Et donc ce programme, il est pensé pour ça. Comme je vous ai promis, on va vous faire une petite présentation rapide. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernière journée, disons, pour pouvoir s'inscrire à la prochaine session qui commence le 29 janvier. Pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que le programme est ouvert au financement par le CPF, et donc il y a un délai de 2 semaines pour pouvoir s'inscrire avant le début du programme. Donc c'est aujourd'hui ou lundi au plus tard qu'il est encore possible de participer à ce programme qui est disponible à un inter-entreprise, et dont l'objectif est tout simplement aider les professionnels, chacun d'entre nous, à acquérir les outils et les méthodes pour renforcer notre santé mentale et développer une performance durable, qui s'appuie sur trois piliers de Rennes School of Business. Hein. Ce sont les 3 C, hein, créer, connecter, changer. Donc créer, c'est d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement, sur son propre fonctionnement, déceler des indices de son mal-être, comprendre ses causes et développer sa connaissance de soi. Connecter, c'est de pouvoir se connecter aux autres pour mieux comprendre soi-même, savoir identifier les signaux faibles, appréhender les enjeux également de la santé mentale dans la société, dans l'environnement dans lequel on évolue, et ensuite pouvoir changer, pouvoir acquérir des outils, des pratiques pour les mettre en place, pour les introduire dans le quotidien, pour pouvoir tenir nos bonnes résolutions et ne pas seulement rester au stade de la bonne volonté, quelque part. En termes de programme, nous l'avons pensé de façon le plus flexible, le plus comment dire, le plus flexible, ergonomique possible. Je ne trouve pas mes mots, pour que, en tant que professionnel au quotidien, on puisse trouver un peu de temps à se consacrer à soi. Déjà, ce programme, c'est le premier pas vers l'instauration des rituels de bien-être mental. Nous avons préenregistré des sessions pour chaque thématique. Il y a une session préenregistrée d'une 30aine de minutes où Cécile donne un apport théorique des connaissances essentielles à avoir par rapport à chaque thématique spécifique. Et ensuite, chaque semaine, il y a un webinaire d'approfondissement, d'échange, de discussion, de partage, animé par Cécile d'une heure et demie,
Et tout cela sur une plateforme collaborative que nous avons introduite pour pouvoir partager des ressources complémentaires, pour pouvoir poser des questions, recevoir des informations complémentaires, des questions, des exercices de la part de Cécile, mais aussi pouvoir s'engager dans une discussion, un échange avec ses pairs qui participent au programme. Donc, chaque semaine, une vidéo de 30 minutes, plus un webinaire à une heure fixe tous les mercredis matins. Et le programme, il est sur 6 semaines, donc il y a 6 parties dans le programme. Peut-être, 5, Evgeny, avant de oui, passer au thème, je voudrais apporter quelques petites précisions. bien sûr. Donc, les vidéos, c'est moi qui ai produit le contenu, et donc l'idée c'est que c'est que les personnes puissent s'approprier en fait les connaissances. Il ne s'agit pas de quelque chose de, alors c'est descendant forcément puisque les personnes visionnent les vidéos, mais je veux dire il y a des apports avec des métaphores. Je m'adresse vraiment aux personnes. L'idée c'est que ça parle aux gens, quoi, et qu'ils puissent s'approprier le contenu. Il ne s'agit pas de retenir par cœur les trucs, mais que ça commence à faire écho, que ça commence à se diffuser. Et puis en complément de ces vidéos, j'ai prévu des ressources complémentaires pour éventuellement approfondir les sujets. Et puis sur la plateforme, je pense que tu l'as dit, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'échanger avec moi au fur et à mesure des semaines. Et aussi, moi, je peux apporter encore du contenu complémentaire en fonction des questions qui me sont posées. Donc c'est souple, c'est flexible. Malgré tout, le lien avec moi et avec les autres participantes et participants, il est bien présent, et c'est comme ça que ça a été conçu. Et puis, il y a effectivement ces ateliers qui sont des rendez-vous réguliers sur 6 semaines, donc c'est beaucoup, et en même temps, c'est ce qu'il faut quelque part pour que petit à petit, il y ait des choses qui s'installent et trouver cette bulle de retour à soi, d'introspection, de douceur, mais aussi de travail sur soi en collectif, en communauté. Et en fait, dans ces webinaires, dans ces ateliers, le but, ce sera évidemment de revenir sur le contenu pour que ce soit assez clair, mais aussi de pratiquer, en fait, de toucher du doigt en soi où est la compassion, comment je régule mes émotions, etc. De partir avec des choses à faire et à essayer, et puis de le faire en groupe, donc en étant soutenu, en ayant la possibilité de partager sur ce qui fonctionne pour les autres, sur ce qui a été freinant pour les autres, etc. C'est un peu plus de détails par rapport à ce que tu as présenté, Evgeny. Je trouve que ça peut aider à se représenter, en fait, comment ça va se passer. Merci beaucoup, Cécile, c'est effectivement très pertinent. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune des thématiques, donc vous les avez vues, hein, il y a l'introduction, ensuite il y a la compassion de soi, la régulation émotionnelle, le lien entre le corps et l'esprit, et enfin la résilience. Donc, je vais pouvoir vous transmettre à toutes et à tous la plaquette, évidemment. J'aimerais garder quelques minutes pour des questions éventuelles. Une seule précision, eh bien, c'est encore une fois que pour pouvoir bénéficier du CPF afin de participer à ce programme. Les derniers jours d'inscription, c'est aujourd'hui ou lundi. Vous pouvez me contacter directement, donc evgeny.lukin@rennes-sb.com qui manque, ou de vous rendre directement sur notre site internet Mental Fit Executive Education Rennes SB. Et là, j'aimerais quand même donner la parole aux participants de ce webinaire s'il y a des questions, s'il y a une volonté d'approfondir certaines des thématiques qui sont à l'écran, qui sont évoquées. Si vous trouvez que ce sujet est pertinent, si vous trouvez que les organisations doivent se saisir de ce sujet aujourd'hui, sous quel angle, peut-être vous avez des idées. Alors, Aliénor nous dit que c'est très pertinent. Merci Céline également pour votre partage. Cyril, après avoir suivi ce parcours similaire chez JLL, je ne peux que le recommander. Merci beaucoup Merci, Cyril. Cyril. Cyril a participé donc au parcours que tu as animé, L'année Cécile. dernière, oui. C'est ça, l'année dernière chez JLL.
Est-ce qu'il y a des questions sur certains thèmes? Sur la manière de... Ouais, je vois, Aliénor, que vous nous dites qu'il y a un gros problème actuellement. Je comprends que pour vous, c'est quand vous dites actuellement, j'imagine que c'est plus maintenant qu'avant. Et peut-être je voudrais rebondir là-dessus. C'est vrai que j'observe qu'il y a des difficultés un peu plus importantes. Et encore une fois, je voudrais vous proposer une autre perspective sur la manière de vivre les choses, c'est-à-dire que ça demande un peu plus de résistance, en fait. Ça demande un peu plus de connaissance de soi, effectivement, le mot qui me vient, c'est résistance, c'est-à-dire que c'est rendu peut-être un peu plus difficile qu'avant de prendre soin de soi, parce que tout va vite, parce qu'il y a peut-être plus d'insécurité dans le monde aussi, dû à l'actualité générale, au climat, etc. Et donc, l'idée que j'intègre à ce programme, en fait, c'est de faire des personnes qui s'y présenteront, des personnes qui ont un peu plus de sensibilité que, en fait, la santé mentale, c'est quelque chose dont il convient de s'occuper, en fait. Vraiment, d'y mettre de l'intention quelque part, et de faire de soi parfois des résistantes et des résistants à ce qui peut se passer autour. En fait, quand on rentre dans une rame de métro et que tout le monde tient son téléphone, ça suffit pas de se dire que nous, on a prévu un livre. Ça, il faut aussi, quelque part, avoir un endroit de nous qui est prêt à résister à l'environnement qui nous pousserait plutôt à avoir le même comportement que tout le monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je trouve qu'avoir conscience de ça, ça permet toujours, c'est mon mojo de toute façon, de faire preuve de compassion et de se rendre compte que si c'est difficile, quelque part c'est normal, mais qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses possibles à faire, quel que soit l'endroit où vous en êtes, quelles que soient vos contraintes, quels que soient vos besoins et vos limites, etc. L'idée, c'est de trouver ensemble, à partir de bonnes pratiques, ce qui vous conviendra le mieux. Merci beaucoup pour ce commentaire, Cécile. Et c'est juste, je souhaite rebondir en disant que ce programme a été vraiment pensé pour rendre nous-mêmes acteurs en fait de notre bien-être mental, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, puisqu'on a tous des solutions qui sont en nous-mêmes en fait. On est tous acteurs de notre vie, propriétaires de nos choix, et donc il est tout à fait possible d'améliorer son bien-être même si l'environnement est complexe. Donc c'est là en fait l'idée, c'est de travailler sur soi, développer des mécanismes de résistance, de résilience plutôt même. Ouais. Sans nier que effectivement il se passe des choses autour. Hein. C'est pas l'idée, mais c'est pas là où on va pouvoir agir. Donc c'est pas là où on s'oriente pour agir. On s'oriente là où on sait qu'on pourra agir. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interventions, des remarques Donc, on a encore quelques minutes, je vais juste commencer à conclure en disant que rejoignez-nous, notre première cohorte, elle est déjà constituée, il y a déjà pas mal d'inscrits, une quinzaine d'inscrits, donc n'hésitez pas à rejoindre cette cohorte. C'est un super programme. Nous avons eu beaucoup de plaisir de travailler avec Cécile sur sa construction. C'est un programme qui a été déjà mise en place, et donc rejoignez-le, c'est le bon moment. Je trouve qu'aujourd'hui, avec toute l'actualité et tous les changements auxquels on fait face, nécessite à investir du temps pour prendre soin de soi. Et là, un collectif, c'est toujours mieux. Je voudrais aussi apporter quelques mots de conclusion. J'ai dit l'essentiel. Je pense que vous avez vu et le contenu et l'état d'esprit de ce programme. Moi, j'ai été ravie d'avoir l'occasion d'échanger avec vous, de pouvoir transmettre. C'est toujours un plaisir. Et puis, je vais conclure en reprenant la question de Laura dans les commentaires qui nous demande quelles actions on peut mettre en place pour prendre soin de la santé mentale des autres. En fait, Laura, et pour tout le monde, prendre soin de vous, c'est, je le disais, parfois un acte de résistance. Et en fait, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre aux gens autour pour commencer, en fait. Donc,
en réalité, commencer par soi, gagner en empathie, en compassion, mais aussi poser des limites. Parfois, c'est ce qui rend le plus service aux gens autour. Ce programme, il est plutôt conçu pour voir comment ça se passe entre nous et nous-mêmes. Et puis peut-être que dans un temps suivant, on pourra voir comment prendre soin des autres. Mais en fait, Laura, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point aller bien soi-même, se rendre disponible à soi-même, ça nous rend disponible aux autres et ça nous permet de mieux les connaître et ça nous permet de les prendre là où ils sont. Plus vous gagnez en compassion sur vous-même, vis-à-vis de vous-même, et mieux vous pourrez prendre soin des autres autour. Donc en fait, ne négligeons pas le premier levier pour prendre soin des autres et du monde, en fait, c'est d'abord de retrouver pied avec soi-même et de se sentir bien dans un premier temps. Merci Cécile. Et je commente juste sur le commentaire de Marlène par rapport Oui. au Jour choix de de... l'horaire, au jour de Ouais. c'est ça. C'est toujours très compliqué aujourd'hui de choisir le bon horaire entre Ouais. les contraintes des uns et des autres et le rythme aujourd'hui qui est très différent dans les différentes entreprises. C'est vrai que le choix a été s'est porté sur mercredi pour cette fois-ci. On remarque que souvent dans les entreprises, mercredi, vendredi, c'est les jours propices à la formation. Ceci dit, pour la seconde cohorte qui va être lancée au mois de avril, il me semble, nous sommes partis sur un autre jour. Je ne l'ai plus en tête, mais effectivement, on s'est dit qu'on va tester un autre jour pour permettre éventuellement un ajustement et voir ce qui marche le mieux. Merci pour vos retours. Je crois que c'est l'heure de clôturer, c'est ça, Evguénie ? Absolument. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis je vous souhaite de prendre soin de vous. Facile. Merci beaucoup et merci Cécile et à très vite. Au revoir. Au revoir.